Partie 2. Donc, que vous inspire cette image? Là, on voit cette petite frise avec tous les petits bonhommes. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Pour vous préciser un petit peu au niveau de la partie 2 ce qu'on va étudier, on va parler du repérage jusqu'au diagnostic, puis de l'acceptation du diagnostic à l'approche systémique, holistique, à l'approche globale, on va dire, la coordination entre chaque professionnel. Et puis ensuite, on verra une brève conclusion, en tout cas les choses à retenir. Pour ceux qui seront toujours avec nous. Ouais, c'est ça. Sinon, ça sera en replay les prochains jours. En tout cas, pour les objectifs à retenir, on a des étapes à identifier. Donc, les objectifs, identifier les différentes étapes du repérage des troubles à leur prise en charge et repérer les différents acteurs de terrain dont je vous parlais tout à l'heure, avec les dispositifs mobilisables également. Pour vous parler du repérage jusqu'au diagnostic, parcours de soins, il existe 3 niveaux dans le parcours de soins tel qu'on peut l'entendre. Le niveau 1, c'est le niveau de proximité avec le médecin traitant, les libéraux. Les missions de ce niveau 1, c'est de permettre un repérage ou un dépistage en milieu scolaire et en libéral pour tous les enfants, notamment si on passe par le milieu scolaire évidemment. Le niveau 1, il va permettre d'assurer l'orientation vers les professionnels du niveau 2 au vu des bilans initiaux, on va dire, initialement réalisés, ou devant une évolution insuffisante, mais tout ça, on va le revoir ensuite. Toujours dans le niveau 1, ça permet de conduire un diagnostic et une prise en charge rapide par le niveau 2, mais ça fait un petit peu écho avec ce que je vous ai dit juste avant. Pour vous parler du niveau 2, c'est le réseau organisé autour des familles pour le diagnostic et la prise en charge de l'enfant. Les missions du niveau 2, c'est de faire le lien entre les professionnels et l'école pour la mise en place d'adaptation scolaire, ce dont je n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Et donc là, du coup, je fais une petite aparté, c'est vraiment cette... vous l'aurez compris, la problématique est complexe. Et du coup, de toute façon, les professionnels ne doivent pas être isolés. Et quand je dis professionnels, j'entends professionnels au sens large. C'est-à-dire que les professionnels médicaux et paramédicaux sont impliqués dans la passation des bilans qui vont permettre de situer l'enfant. Est-ce qu'on est dans le retard? C'est qu'il est un petit peu en retard, mais il va rattraper son retard. Ou est-ce qu'on est dans le trouble, dans la pathologie, dans le trouble neurodéveloppemental, quelque chose qui est durable, qui est sévère, qui est grave? Si on fait rien, ça va avoir un impact. Et du coup, c'est effectivement, enfin, ce que pointe Caroline ici, de se dire qu'il y a vraiment un lien à faire entre tous les professionnels. Et donc, quand je dis tous les professionnels, c'est les professionnels de santé en lien avec les professionnels de l'éducation. C'est un binôme qui est indispensable pour pouvoir générer des choses positives au niveau de l'environnement. Quand je dis positive au niveau de l'environnement, c'est aussi de pouvoir accompagner les parents dans ce parcours du combattant, de pouvoir porter en fait aussi la voix auprès des enseignants qui sont au quotidien et qui souvent sont démunis. C'est pas qu'ils veulent pas faire, c'est qu'à un moment donné, c'est waouh, c'est compliqué aussi. Donc vraiment pouvoir être dans cette coordination, ça c'est le point névralgique d'une prise en charge qui va fonctionner. C'est ça, c'est le trépied entre la famille, les professionnels effectivement qui accompagnent l'enfant, que ce soit au niveau des professionnels du soin ou les professionnels, l'équipe pédagogique à l'école. Donc effectivement, ce que disait Géraldine, coordonner les soins et la restitution, donc l'explication des troubles auprès des familles sous forme d'une synthèse, avec ensuite le projet de prise en charge de l'enfant justement, parce qu'une fois qu'on a fait les bilans, qu'on a parlé de tel ou tel diagnostic, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester les bras croisés. Donc, la communication et le projet de prise en charge bienveillant. Les missions du niveau 3, déjà le niveau 3 est représenté par les centres de référence pour les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. C'est le CRTLA qu'on trouve à l'hôpital couple-enfant, là notamment à la Tronche. Les missions, assurer la coordination de soins et de projets thérapeutiques, intervenir sur les situations les plus difficiles ou pour lesquelles les premières mesures mises en œuvre s'avère insuffisant. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'on ne sollicite pas le centre de prime abord. C'est-à-dire que le dossier sera refusé, il faut d'abord mobiliser les libéraux et le centre de référence est vraiment là, dédié sur les difficultés, sur des projets qui patinent, sur des difficultés, des prises en charge qui n'arrivent pas à s'organiser, voire même sur des diagnostics qui ont du mal à se poser parfois. Ouais, c'est ça. Démêler tout ça. Donc, pour reprendre cette petite frise, ça nous faisait penser avec Géraldine au parcours du combattant. On est en train d'abord de constater qu'on a un petit boulet qui nous contraîne, là. On se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, après la colère plutôt, on va se poser et on va se dire, bon, attends, j'ai besoin de repérer un petit peu
ce qui va se passer. Donc, je vais identifier mon trouble. Ensuite, va venir la compréhension de ce trouble une fois qu'on sait de quoi on parle. Et une fois qu'on a compris de quoi on parle, dans ce cas, on pourra agir dessus avec les prises en charge. Et donc cette frise, juste en aparté, je me permets encore une aparté, il est 10h moins 5 bientôt, c'est de se dire que c'est important aussi d'avoir support éventuellement avec vos enfants, de lui expliquer, bah voilà, toi, ton outil écriture, l'écriture pour toi c'est compliqué, d'accord? Mais de lui expliquer, de dédramatiser. Ok, on a identifié ça, toi c'est compliqué, mais il y a d'autres façons de te mettre en situation de réussite, d'accord? Et c'est vraiment important, enfin, on a essayé d'illustrer la présentation PowerPoint avec des images pour pouvoir expliquer à l'enfant, ben voilà, ce boulet, ça parle bien, hein, c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose qui nous freine, c'est quelque chose qui nous ennuie. Comment je vais être en capacité d'identifier ce qui m'embête et de pouvoir m'en défaire? Donc, on constate notre trouble. Il y a le repérage, c'est pour ça du repérage au diagnostic. On commence par repérer notre petit boulet. Ça peut être repéré par la famille ou par l'école ou par le médecin. C'est ce qui était dit aussi par Géraldine tout à l'heure. En tout cas, on est plusieurs à repérer les difficultés de l'enfant. Et l'enfant aussi repère ses difficultés. Quels outils dysfonctionnent? Est-ce que c'est la lecture, la parole, l'attention, l'écriture? C'est là, on va s'interroger là-dessus. On surveille. Une fois qu'on a repéré cette difficulté chez l'enfant, on va se mettre à surveiller l'évolution de l'enfant ainsi que l'évolution des troubles qui sont repérés. Donc, à ce moment-là, l'enfant, il va se dire « mais je suis en colère de ne pas comprendre mes difficultés et je vois les autres se débrouiller mieux que moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, ça me met en colère, j'y arrive pas. » Et en plus, on ne comprend pas. Une fois qu'on a repéré le trouble, on va l'identifier. D'où le petit bonhomme ici. On le dépiste, soit avec l'aide du médecin scolaire, du pédiatre ou de la maîtresse, avec des tests qui peuvent être rapidement effectués, notamment en lecture, avec les tests de fluence de lecture. On va regarder l'évolution du trouble, comme on le disait précédemment. Si l'évolution est défavorable et que les difficultés tendent à s'accroître, désolée, et bien dans ce cas, on va passer à l'étape d'après. Mais en tout cas, ça veut dire que quand les difficultés vont s'accentuer, on va pouvoir se dire « Ok, là, j'ai dépisté un truc, j'ai repéré que là, mon écriture, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le test. Là, je vois que ça ne va toujours pas. L'évolution, elle est complètement défavorable. On va passer au diagnostic par la suite. » Au moment de cette identification du trouble, de ce dépistage, là, la colère, elle est passée, elle laisse place à la curiosité. Je suis prêt à rechercher la cause des difficultés pour qu'on m'aide. Je suis prêt à accepter l'aide qu'on me propose finalement. Et c'est pareil pour la famille, bien sûr. Alors, ici, finalement, je m'intéresse avec mon petit livre à la compréhension du ou des troubles. C'est le fameux diagnostic dont je vous parlais. On parlera ensuite justement des dispositifs mobilisables. Donc là, je ne les ai pas évoqués sur cette diapo. Je pense aux centres médico-psychologiques ou des choses comme ça. Donc ici, au moment de ce diagnostic, on voit qu'on est en train de mieux comprendre la pelote de laine. On est en train de la démêler. Donc, un diagnostic n'est qu'une constatation d'un état de fait. On est en train de se dire, OK, il y a ça qui est posé. Donc, finalement, ce n'est pas une condamnation. Peut-être qu'on est mal, peut-être qu'on n'a pas compris les choses. Les professionnels sont là pour ça, pour vous accompagner, mais ce n'est pas une condamnation et c'est pour ça qu'après, on a vu dans la frise que le boulet, on va réussir à s'en défaire. Donc, pour comprendre toujours ce trouble-là, la connaissance des troubles, ça va permettre la mise en place de stratégies de compensation par l'enfant ou d'aménagement mis en place par l'environnement de l'enfant, notamment l'école et aussi la maison. Du coup, là, c'est important aussi d'être dans cette démarche-là parce que je vous disais tout à l'heure, je n'allais pas m'apesantir sur l'outil informatique, qui est un vrai choix thérapeutique hein, et qui, en fait, si l'enfant comprend pas, et je dis l'enfant, mais ça s'extrapole aussi sur l'environnement familial, sur l'environnement scolaire. Pourquoi on met un ordinateur en place? Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet ordinateur? Si l'enfant, il n'a pas compris, il n'a pas été dans ce processus un petit peu d'acceptation, ça peut être compliqué. Enfin, lui, il n'a pas envie d'être stigmatisé. Il y a plein de paramètres qui rentrent en considération. Donc, du coup, c'est vrai que, comme on vous le disait, chaque situation est unique et que pourquoi aussi le retour qui
qu'on entend en tant que professionnel aussi. C'est le parcours du combattant. Bon, c'est le titre qu'on a choisi, mais c'est des choses qu'on a entendues. C'est du vécu de famille, ça, d'accord, qui vont d'un professionnel à un autre parce que la coordination, parfois fait défaut. Mais du coup, c'est vrai que c'est important de pouvoir être dans ce processus, et tout processus prend du temps. Et donc, le parcours du combattant, c'est aussi un défi de timing, j'ai envie de dire, et qui est épuisant, il faut bien le reconnaître, hein, pour les familles, les enfants, les parents. Et c'est pas anormal aussi que ça prenne du temps, parce que parfois, voilà, un rendez-vous pour un bilan, c'est des listes d'attente, etc., etc. Et on se déplace sur cette frise. Donc, je pense que c'est important. En tout cas, on a voulu avec Caroline faire ce parti pris de présentation par rapport à cette frise, d'un moment donné, de pouvoir aussi se situer. Là, je parle aussi aux professionnels qui accompagnent les familles, qui peuvent aussi prendre un peu de recul des fois et de se dire, là, on en est où dans ce bazar? Parce que c'est vrai que ça peut parfois être décourageant et que c'est des étapes qui sont pas simples, hein, pour les familles. Vraiment, c'est des sacrés défis. C'est ça, effectivement. Donc, au moment de ce diagnostic, là, ma curiosité me permet de comprendre mon profil. Je me pose, je me dis, ok, en quoi ça consiste ces difficultés? De quoi on parle? Et effectivement, c'est l'acceptation. Donc, on en arrive à la prise en charge qui est proposée. Une fois qu'on a repéré, qu'on a dépisté la difficulté, le trouble et qu'on a fini par poser le diagnostic, on va pouvoir proposer une prise en charge adaptée. C'est là où on va trouver l'outil qu'il faut pour pallier la difficulté et ensuite retrouver la liberté. Donc, c'est la reconnaissance des troubles qui va permettre la mise en place d'aménagements adaptés. À ce moment-là, en parallèle, le projet d'accompagnement, il évolue, toujours dans la bienveillance, comme on le disait. Plus on comprend un trouble, mieux il sera pris en charge en proposant un projet adapté et ciblé pour y remédier, évidemment. Donc, à force de réflexion et de communication, j'ai trouvé la clé de mon épanouissement. Ici, on a l'arbre diagnostique qui permet la synthèse, finalement, de toutes les diapos précédentes, mais on ne va pas forcément s'éterniser dessus. Non. Parce que ça reprend vraiment tout ce qu'on a dit précédemment. En tout cas, en tant que professionnel ou parent, donc vous aurez le PowerPoint et ça permet, voilà, à nouveau en complément de la frise, selon les fonctionnements de chacun, de pouvoir se situer. En fait, ça donne des repères. Question à toujours garder en tête, comment j'accompagne pour mettre en situation de réussite cet enfant aux besoins spécifiques? Et ça fait écho à ce que tu disais, même pour nous en tant que professionnels, vraiment faire le lien, faire l'état des lieux. Avoir toujours le recul qu'il faut pour se dire, ok, là, il y a besoin vraiment de faire le lien, de discuter de tout ça. Et ça permet aussi, pour compléter, par rapport à l'environnement scolaire, de pouvoir adapter les exigences scolaires. C'est-à-dire que si j'ai un outil écriture qui dysfonctionne, comment, on a vu que ça avait un impact sur la jauge attentionnelle, comment je vais mobiliser mon élève sur cet outil écriture. Donc tout l'intérêt des adaptations et des aménagements pédagogiques, de pouvoir fournir des leçons qui soient dactylographiées, du coup ça va être vraiment de pouvoir garder les capacités, le réservoir attentionnel mobilisable sur la compréhension, sur le sens de l'apprentissage et pas d'être sur cette double tâche. Donc ça, je pense que c'est vraiment une diapo qu'on utilise avec Caroline pour nos formations, en général sur ce qu'on vous présentait en amont, et de se dire, de vraiment garder ça en tête. Je pense que c'est une sur les 135 diapositives, une des diapositives que je vous invite peut-être à imprimer dans vos bureaux ou à mettre sur le frigo. C'est comment au quotidien, je suis dans une posture bienveillante, ce qui n'est pas simple, hein, alors faut pas, voilà, là on va vite, on a un rythme, on a le droit aussi parfois de ne pas être bienveillant, parce que ça nous dépasse tout simplement, parce que on a bien conscience aussi que l'enseignant, quand il a 30 élèves et s'il y a, on a vu au moins un enfant par classe jusqu'à 3, et c'est pas facile, donc ça c'est l'idéal, mais visons l'idéal pour pouvoir au quotidien quand même avoir des petites graines qui se déposent sur ce chemin un peu laborieux. Je redonne la parole à Caroline. Et donc, tenez le coup. Merci encore d'être présent avec nous, là, de bien vous accrocher. On tient le bon bout. On arrive à la partie 2, deuxième sous-partie, de l'acceptation du diagnostic à l'approche holistique, l'importance des petits pas. Cette image, je trouve qu'elle parle d'elle-même. À vouloir aller trop vite, finalement, on n'arrive même pas à débuter parce que finalement, on n'arrive même pas à faire le premier pas, en fait, c'est simple. Alors que si on fait les choses petit à petit,
on finit par avancer et à gravir la montagne. Elle est parlante comme tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez faire votre retour sur le fil de conversation. Ça m'intéresse. N'est-ce pas? Oui. Donc, quand on entend « il devrait aller en Ulysse »,« il devrait aller en SECPA » et ainsi de suite, à ce moment-là, la question à se poser, c'est est-ce que les aménagements ont été mis en place tous avant d'envisager telle ou telle orientation? Parce que quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la fleur, elle ne fleurit pas, on va lui donner ce dont elle a besoin, à savoir là, par exemple, de l'eau. Et bien l'enfant, c'est pareil. Quand ça se passe pas forcément très bien en classe, on va pas lui dire toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Non, on va lui donner ce dont il a besoin, les aménagements pédagogiques qu'on aura discuté avec tous les professionnels de l'équipe pédagogique, les professionnels en libéral, la famille, avec l'enfant également. Et là, en fonction de l'évolution de l'enfant et du trouble de l'enfant, dans ce cas, on pourra envisager d'aller en Ulysse ou en SECPA ou je ne sais où. Mais c'est pas la première idée qui doit nous venir en tête du tout. Ici, acceptation du diagnostic, quelques précisions. Pour qu'un diagnostic soit posé, l'exclusion de tout autre déficit doit être actée. C'est ce qu'on disait avec déficit sensoriel ou pathologie psychiatrique ou quoi d'autre. Oui, c'est ce que tu disais, bilan retard OML, mental, bilan ophtalmo, ouais, voilà. sur l'aspect sensoriel. Une pathologie motrice, un enfant qui présenterait une myopathie, il peut présenter une dysgraphie, une problématique autour de l'outil écriture, mais du coup, on n'est pas sur une dysgraphie dyspraxique dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement avec une non-automatisation de toutes les étapes. Donc vraiment, c'est l'importance du diagnostic par exclusion qui doit être coordonné par le médecin. Et donc là, je fais juste une petite aparté. Ça pose aussi la question de la formation des médecins qui sont pas toujours formés sur ces troubles. Bon, ça se développe de plus en plus, mais du coup, c'est important qu'il y ait une coordination médicale. Et sachant que ce sont les médecins qui posent les diagnostics de troubles d'apprentissage ou troubles déficitaires de l'attention ou tout autre trouble de toute façon. Hormis la dyslexie et la dysphasie dyscalculique qui peuvent être posées par l'orthophoniste, c'est dans leur, je sais plus le mot technique, dans le code de la santé, enfin leur décret d'acte, voilà. Mais du coup, pour le reste, c'est vraiment en lien avec une coordination médicale. Et donc, le diagnostic ne fait pas le handicap, on est bien d'accord. Ce sont les symptômes qui constituent le handicap. C'est ce que je vous disais par rapport au trouble de l'attention tout à l'heure, c'est que parfois, on peut avoir du mal à se concentrer, mais finalement, je le vis pas plus mal que ça. Bon, voilà, ça va. Par contre, on parle effectivement de troubles quand là, les symptômes commencent à poser problème. Donc, c'est ce qui est dit là, les symptômes constituent le handicap. En effet, pour parler d'un trouble, les symptômes doivent poser problème sans vouloir me répéter. Au niveau des acteurs de terrain. Donc là, on va vous lister un petit peu l'ensemble des paramédicaux qui interviennent, qui peuvent intervenir autour des enfants présentant un trouble 10. Oui. Donc, je vais parler de l'ergothérapeute. Voilà, c'est des petits repères, mais l'ergo va travailler la motricité fine, notamment l'écriture, et va discuter la mise en place d'outils, ce qu'on appelle les aides techniques, de pouvoir faciliter l'environnement physique de l'enfant par le choix d'un ordinateur, par le choix d'outils scolaires adaptés, comme je vous le disais tout à l'heure, etc. Et surtout, l'ergothérapeute aussi peut intervenir au niveau de l'autonomie de la vie quotidienne, parce que là, on a fait un focus sur l'environnement scolaire, mais je vous disais que la dyspraxie avait un impact aussi sur les activités de la vie quotidienne, et donc notre petit bout qui vient en bilan n'est pas qu'un étudiant ou qu'un élève, d'accord? Moi, j'ai eu des petites filles des fois en prise en charge, pour elles, ce qui était important, c'est de pouvoir mettre leur boucle d'oreille. Donc, ça peut paraître accessoire, mais non, parce que finalement, ça peut être signifiant pour elles. Donc, de pouvoir aussi, là, je digresse un petit peu, mais ne pas considérer, je pense que c'est important à un moment donné de prendre l'enfant dans sa globalité, et l'enfant n'est pas qu'un élève, d'accord? Et donc, l'ergothérapeute, c'est vraiment le professionnel aussi qui intervient, vous avez dû le comprendre, peut-être que vous trouvez que je radote, non, je ne présente pas un Alzheimer précoce, j'espère, mais c'est juste pour dire que le poids de l'environnement est hyper important. Et quand je dis environnement, c'est l'environnement avec un grand E au sens large. C'est à la fois l'environnement technique, comme je viens de vous le décrire, avec du choix du matériel adapté, des choix de matériel adapté, mais c'est aussi tout l'environnement humain. L'environnement humain. Un parent qui a compris ce que c'était un trouble du neurodéveloppement va pouvoir un petit peu aussi s'apaiser. Non, mon enfant ne fait pas exprès.
c'est qu'il y a vraiment une difficulté constitutive au niveau de son cerveau. Donc du coup, c'est aussi de pouvoir avoir des actions sur l'ensemble des environnements, sur l'environnement scolaire aussi, d'expliquer, et ça passe vraiment par la formation. Voilà, de pouvoir comprendre ces troubles qui sont invisibles, y mettre des mots. C'était un petit peu l'objet des mises en situation pour pouvoir agir sur ces environnements et au final, faciliter la participation, la réalisation des activités au lieu de créer des situations de handicap. Merci beaucoup. Ensuite, par rapport aux neuropsychologues qui sont également des acteurs de terrain, donc neuropsychologue met en lumière le fonctionnement du cerveau, les forces et les faiblesses de l'enfant, ainsi que les capacités attentionnelles et exécutives, tout ce qui est également capacité mnésique ou habileté mathématique. Enfin voilà, c'est assez large, ça permet vraiment de faire un état des lieux, toujours en coordonnant les différents soins de toute façon. Je vais assez vite. Ensuite, au niveau de l'orthophoniste, c'est le professionnel qui va renforcer notamment tout ce qui est langage écrit et langage oral, ou travailler notamment la pragmatique du langage. Pour ce qui est des orthoptistes, ils vont mettre en place des stratégies visuelles chez l'individu, entraîner au balayage visuel par exemple, ou au repérage dans l'espace, ou éviter les sauts de ligne également, travailler tout ça, mais ça revient au balayage visuel. Et puis le psychomotricien va travailler à la fois le corps et l'esprit, l'agitation motrice par exemple chez les plus petits, et la confiance en soi. J'essaye d'être assez brève là-dessus parce que c'est vrai que parfois, c'est des noms qui peuvent se rapprocher les uns des autres dans nos corps de métier et donc on n'y voit pas toujours très clair. Donc là, c'est assez synthétique, mais ça permet d'avoir déjà un premier ordre d'idée pour savoir vers qui vous orienter selon les difficultés de votre enfant. Là, comme je note, chaque corps de métier va se rejoindre à un moment ou à un autre, d'où l'importance de la communication, parce que finalement, on va pouvoir rééduquer les uns les autres. Parfois, une action sur une même fonction, mais avec des outils différents, des approches différentes. Et si ce n'est pas le cas, c'est là qu'il y a un problème de toute façon. Il y a vraiment besoin de se rejoindre, de discuter ensemble de la prise en charge pour pas que ce soit redondant non plus, pour pas que l'enfant soit surmené, qu'il puisse avoir son temps libre à lui au niveau d'une activité extrascolaire par exemple qui lui convient, en dehors de ce contexte bien sûr. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et à retenir, il vaut mieux peu de prise en charge, mais efficace avec le lien qui soit fait, la coordination entre les professionnels, plutôt que énormément de prise en charge, mais alors qui ne servent à rien parce qu'il n'y a aucune discussion. Ça, c'est bien à retenir aussi. C'est pas parce qu'on en fait le plus possible que ça va le mieux se passer, en gros. Bon, là, on va passer un peu vite. C'était pour vous présenter tous les acteurs, tous les dispositifs qui pouvaient transiter, pas transiter, le mot est faux, qui pouvaient, Caroline, oui, intervenir autour de ces enfants. Ouais, voilà. Donc là, je pense que ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a un certain nombre d'acteurs, de services qui peuvent être mobilisables, en tout cas, pour ces enfants. Ouais, voilà. Et juste par rapport à la maison départementale des personnes avec un handicap, effectivement, là, on est bien dans le cadre des enfants avec un trouble 10 qui vont demander un projet personnalisé de scolarisation qu'on va voir après aussi. Et il y a aussi des allocations qui sont proposées pour les enfants avec un handicap. Oui, alors après, du coup, là, on va rentrer dans le détail, mais pas forcément pour aujourd'hui. Peut-être que ça sera l'objet d'autres temps. Voilà. Donc, par rapport à ces dispositifs mobilisables, avoir en tête que le délai pour rencontrer les professionnels d'une structure ne doit pas vous freiner pour faire la démarche. Il vaut mieux prendre rendez-vous et aviser en temps voulu plutôt que de ne pas prendre rendez-vous à cause du délai d'intervention. Et l'évolution de l'enfant et de son trouble sera constatée de nouveau en temps voulu. Quand on combine les acteurs de terrain, donc tous les professionnels qu'on a cités, plus les dispositifs mobilisables qu'on a passés brièvement, on arrive à une approche systémique où il y a la famille, l'école, tout ce qui est loisirs, activités extrascolaires, et puis ensuite les professionnels en libéral ou les CMP et ainsi de suite, qui vont se coordonner pour être autour de l'enfant, porter un projet commun, le projet de vie de l'enfant, toujours dans la bienveillance aussi, et se dire de nouveau la question, qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant, pour le mettre en situation de réussite. Et là, c'est vraiment ici qu'on doit tous se coordonner. Indispensable. Conclusion, on y arrive. Donc ici,
c'est pour faire un rappel avec les facteurs biopsychosociaux qui sont à prendre en compte. C'était par exemple l'environnement, finalement, de l'enfant dans lequel il évolue. Pas besoin de s'attarder là-dessus. Ici, c'est intéressant, c'est un questionnaire qui a été créé par Jérôme Bianchi, qui est un neuropsychologue, questionnaire créé en 2018. Il y a la version papier et la version en ligne, donc ça c'est appréciable comme tout. Ça répertorie plein de questions avec des critères du DSM-5, justement, selon les pathologies. Et ça permet d'être rempli par la famille, par les maîtresses, par les médecins également, pour orienter déjà, pour avoir un ordre d'idée du trouble que pourrait présenter l'enfant. Mais évidemment, le remplissage de ce questionnaire ne va pas remplacer une consultation auprès du professionnel. N'en parlons pas. C'est pas ce questionnaire qui va permettre la pose d'un diagnostic. Par contre, ça va orienter, se dire ah oui, ben non, finalement, là, au niveau de la motricité fine, il va plutôt pas mal. Au niveau de la lecture, là, il y a quand même des soucis, donc on va plutôt se diriger vers l'orthophoniste ou des choses comme ça. Ici, pour conclure, également, on a ce petit schéma avec les points qui sont importants, c'est cela et cela. Tu veux en parler ou pas? Bah, du coup, le PPS ou le PAP, donc ça fait partie de l'environnement à mobiliser, c'est-à-dire que ce sont donc le PPS, le PAP, plan d'accompagnement personnalisé, et le PPS, le plan personnalisé de scolarisation. Donc du coup, c'est vraiment le document qui va permettre de pointer l'ensemble des aménagements pédagogiques à mettre en place, éventuellement de parler de diminuer les exercices, etc., etc. Ça permet de faire le listing assez précis, de donner un peu la feuille de route pour l'enseignant sur l'année scolaire qui va s'écouler, de manière à répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Sachant que la différence, de manière très simple entre les deux, c'est que le PAP ne nécessite pas de faire de démarche auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une reconnaissance handicap, entre guillemets, pour pouvoir le mettre en place. Le PPS, lui, il va être mis en place du moment où il y a eu une reconnaissance auprès de la MDPH avec un handicap qui est posé. Voilà. Du coup, dans les deux cas, c'est pour officialiser les aménagements, notamment pour l'entrée au collège aussi, pour l'entrée au collège, c'est-à-dire pour coordonner les adaptations proposées à l'enfant. Ben voilà, on va établir le PAP, justement, pour dire, bah là, il a des difficultés en ci, en ça. On répertorie les troubles, on répertorie des aménagements qui peuvent être proposés à l'enfant et ce sera plus fluide pour communiquer avec les différents professeurs notamment. Ça, c'est un sacré défi, hein. Enfin, au niveau, je pense là, que les parents qui sont peut-être avec des enfants qui sont scolarisés sur les classes de collège, où en fait, on change vraiment là d'environnement. Pour le coup, il n'y a plus un instituteur qui connaît bien l'enfant et qui l'accompagne sur l'ensemble de ses apprentissages, sur l'ensemble des matières. On est vraiment sur une multiplicité, non, je le dis pas bien. Beaucoup d'intervenants, vous m'aurez compris, hein, on commence un petit peu à fatiguer, mais du coup, c'est un sacré défi, parce que du coup, je lisais tout à l'heure un petit peu dans le fil de conversation, effectivement, c'est aussi personne dépendant, et ça dépend aussi de chacun des profs, et du coup, tout ça rentre dans cet environnement, cette grosse bulle d'environnement, et qui fait que d'une année à l'autre, ça peut vraiment être différent. Et ici, on reprend la frise pour féliciter à vous qui vivez directement ou non un parcours du combattant. On n'oublie pas la finalité du parcours de soins qui vous appartient. Et les enfants porteurs de handicap ne sont pas ordinaires, ils sont extraordinaires. Merci de vos attentions. Merci d'être encore bien présent. On a été très consommatrice de temps. Voilà, c'était une première, donc un sacré défi. On espère vraiment que cette conférence vous aura apporté des clés de compréhension. Oui. Et on l'a pas fait au démarrage parce que c'était un peu précipité avec des outils qui dysfonctionnaient aussi. Et du coup, des ordinateurs qui buguaient, des souris qui ne fonctionnaient plus. Mais tout ça pour dire grand merci au DRE qui a permis l'organisation de cette conférence avec Lucie, Stéphane et Aurélie qui ont été vraiment en soutien technique pour ce défi de visioconférence. Mille merci à vous tous d'avoir été présents jusqu'au bout pour la plupart d'entre vous. Et puis, bonne continuation à chacun. Donc, un grand merci parce que franchement, c'était extrêmement complet. C'est très, très intéressant. C'est très dense. Oui, vous avez dépassé plus que le temps que nous avons proposé, mais c'est pas grave. Quelques questions peut-être rapides quand même.
Stéphane, est-ce que parmi toutes les questions qu'on a pu récolter, est-ce qu'il y en a une ou deux qu'on pourrait permettre à Géraldine et Caroline de répondre? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Alors peut-être une question plus particulièrement pour Caroline. Il y avait une question notamment sur quelle rééducation pouvait proposer un neuropsychologue. Peut-être que ce serait la première question. Ouais, alors effectivement, les neuropsychologues proposent des rééducations neuropsychologiques. C'est souvent sur les troubles déficitaires de l'attention que ça va porter, sur les différents types d'attention en tout cas, et sur les fonctions exécutives. La métacognition également peut être un appui, c'est-à-dire s'appuyer sur les processus de pensée de l'enfant, comment fonctionne mon cerveau, quelle partie du cerveau fait intervenir quelle fonction dans mon quotidien finalement. Et à travers cette compréhension du trouble et du cerveau, ça permet justement de faire avancer les choses, d'avoir un certain recul. Et donc voilà, ce sont vraiment les différents types d'attention qui vont être travaillés, que ce soit au niveau visuel, au niveau de l'attention partagée, l'attention soutenue, tout ce qui est mémoire de travail également, le nombre d'éléments qu'on arrive à retenir en tête et à restituer derrière, les stratégies qu'on peut mettre en place pour mieux retenir les choses, comment je m'organise dans mon quotidien, comment je fais pour ne pas être impulsif, pour prendre le temps de réfléchir avant d'agir, appuyer sur la pédale de frein. C'est tout ça qui est travaillé lors des rééducations neuropsychologiques. J'ai une deuxième petite question à vous soumettre. C'était vraiment dans tout départ. Est-ce que les fautes d'orthographe seraient un signe de dyslexie? Alors, comme on le disait, quand il y a une dyslexie, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, il y a une dysorthographie qui va être plus ou moins sévère selon la voie qui sera atteinte. Après, c'est pas un signe isolé, c'est-à-dire, enfin, ça, on a insisté à plusieurs reprises sur la présentation de se dire de ne pas partir dans des conclusions trop hâtives qui, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un processus. Le diagnostic se pose en plusieurs temps. Il y a la constatation du trouble, la passation des épreuves. Les orthophonistes sont les professionnels qui sont formés sur le trouble du langage écrit, sur la dysorthographie, mais on ne peut pas faire, il peut avoir une dysorthographie parce qu'on n'a pas parlé de la dysorthographie pure et de la dyscalculie parce que sinon on aurait fini à minuit. Donc c'était un des partis pris de présentation. Mais du coup, non, on ne peut pas poser un diagnostic de dyslexie à partir seulement, entre guillemets, d'une problématique autour de l'orthographe. Je ne sais pas si ça répond à la question, si je suis claire. Pour moi, c'est très clair. Bon, bah parfait. Encore peut-être une petite dernière. Il a été beaucoup mentionné la question de la coordination. La coordination entre tous les professionnels de rééducation et que ce soit aussi les professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a peut-être pour vous une personne ou des personnes qui pourraient s'assurer de la coordination du parcours de soins? Après, on n'a pas évoqué forcément les réseaux. En tout cas, c'était un peu en filigrane. Les réseaux de santé, donc sur Grenoble, pour ce qui nous intéresse localement, ça va être le réseau Anaïs. Et où il y a vraiment une plus-value parce que c'est à un moment donné, il y a des temps dédiés de coordination des professionnels parce qu'il faut bien se dire que les libéraux, même avec toute la bonne volonté de pouvoir se coordonner, on n'a pas de temps dédié en fait de réunion, ou hormis les temps autour des réunions, des PAP, des PPS, qui sont très sporadiques. Donc du coup, c'est vrai que la plus-value des réseaux de santé permet vraiment d'avoir des temps dédiés où on se pose tous autour de la table et où on revoit un petit peu les choses, comme disait Caroline tout à l'heure, et je partage tout à fait cette façon de voir les choses, d'envisager le parcours de soins, c'est qu'à un moment donné, oui, peut-être que l'enfant, il a besoin d'un suivi en orthopsie, d'un suivi en ergo et d'un suivi en neuropsycho, mais 3 prises en charge, c'est pas possible. Il va falloir à un moment donné se poser autour de la table et avoir une discussion concertée avec les parents aussi pour pouvoir prioriser les choses. Et donc ça, c'est ce qui fait quand même, il y a eu des rapports en 2018, la région Rhône-Alpes a fait un livre blanc sur les troubles 10 et ce qui à chaque fois ressort des études qui sont faites autour de ces problématiques-là, c'est qu'il y a un défaut de coordination. On parlait tout à l'heure du médecin qui a un rôle central, on va dire, dans le diagnostic, dans la démarche diagnostique, et qui parfois ne sont pas formés. Donc je jette pas la pierre du tout, c'est pas du tout l'objet du discours, mais c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment, je pense, par ces actions de formation, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre des ressentis sur ce que vivent ces enfants, sur ce handicap invisible, qui va permettre aussi de continuer à développer cette connaissance du trouble. Et là, je suis partie un petit peu dans plein de choses. Je me disperse peut-être un peu, mais cette question de la coordination, elle est encore à travailler et il y a encore des progrès à faire autour de ça. Voilà.
Bon, on va peut-être... Stéphane, tu as encore une question? Non, est-ce qu'il y a, il me semble que le réseau de santé à vie, c'est pour les enfants jusqu'à 6 ans. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui serait proposé? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Non, non, là, c'est peut-être avec les plateformes pour les troubles du neurodéveloppement où il y a eu des prises en charge jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Mais non, non, le réseau Anaïs est ouvert. Enfin bon, après, voilà, il y a des critères, mais il n'y a pas de limite d'âge en tout cas. Ce n'est pas dédié aux enfants de 0 à 6. Bon, peut-être qu'on va terminer là pour les questions, sauf s'il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui souhaite poser directement une question quand même à nos invités, voilà, aux conférencières. Est-ce que si vous souhaitez, vous ouvrez votre micro et puis vous posez directement votre question, puisque maintenant on n'est plus à 5 minutes près dans la conférence. Donc voilà, je laisse la parole si quelqu'un souhaiterait ou non. Moi, j'en ai une. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est un peu peut-être hors sujet, mais j'ai entendu parler à plusieurs reprises peut-être de réflexes archaïques qui se mettraient pas en place correctement. Et j'ai rien retrouvé, j'ai pas trouvé d'études factuelles là-dessus, mais comme tout parent assez désespéré par la situation, et du coup je voulais savoir ce que vous en pensiez et voilà. Alors, quid des réflexes archaïques? C'est rigolo. Donc Marion, c'est très bien de rebondir là-dessus. Effectivement, à la base, il y avait une slide sur les réflexes archaïques, mais qu'on a sauté parce que sinon, on s'est dit qu'on allait rentrer dans voilà. Quand j'ai parlé de l'étiologie, donc l'origine des troubles, j'ai évoqué ce trouble du neurodéveloppement avec l'aspect génétique. Maintenant, les réflexes archaïques en France, on y vient de plus en plus. Il y a de plus en plus de professionnels paramédicaux qui s'y forment, des ostéopathes, des ergothérapeutes, etc., etc. Et du coup, je pense effectivement que il y a, comment dirais-je, des profils d'enfants, c'est pour ça qu'on insistait aussi sur repérer l'évolution des troubles, mais je pense que c'est tout à fait intéressant de pouvoir investiguer par cette piste-là. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur en France. Outre-Atlantique, il y a vraiment beaucoup de professionnels formés, c'est intégré dans les pratiques. Nous, on est un petit peu en retard par rapport à tout ça. Moi-même, je ne suis pas formée, mais je m'intéresse vraiment à cette question parce que je pense qu'il y a, entre guillemets, il y aurait peut-être des faux positifs, c'est-à-dire que peut-être en faisant un bilan sur les réflexes archaïques, de voir qu'il y ait des réflexes qui ne soient pas intégrés, ça implique des problématiques au niveau postural et on sait très bien que la posture intervient aussi dans les capacités de lecture, d'écriture, etc. Donc je pense que c'est une piste qui n'est pas négligeable et qui, à mon avis, dans les prochaines années, va être de plus en plus sollicitée et je pense que ça ferait partie un peu, on parlait de ce diagnostic par exclusion, et un petit peu des prérequis aussi complémentaires pour pouvoir avancer dans ce parcours. Donc Marion, je ne sais pas si ça répond en partie à votre interrogation, mais voilà ce que je peux vous dire sur la question des réflexes archaïques. Oui, merci. Je me demandais s'il n'y avait pas un peu de charlatanisme, mais du coup, non, merci, c'est intéressant. Non, il y a des études scientifiques vraiment qui sont... oui. Donc, après, bon, comme tout, j'ai envie de dire, et que, voilà, comme dans tous les environnements, des professionnels plus ou moins compétents. Mais non, la piste des réflexes archaïques est tout à fait une piste à intégrer, en tout cas, je pense, dans la démarche diagnostique des enfants présentant un trouble 10. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question souhaiterait poser à Caroline ou Géraldine? On va peut-être arrêter là. Encore un très très grand merci à Géraldine et à Caroline. Merci aussi bien sûr à Stéphane et à Aurélie qui m'ont accompagnée pour cette conférence. Je voulais vous redire que à la suite de cette conférence, un lien va vous être donné pour répondre à un questionnaire un petit peu par rapport, voilà, avoir votre avis sur toute cette conférence et surtout sur le besoin pour vous peut-être d'avoir encore d'autres informations sous une autre forme peut-être. Voilà, si tout ça, ça vous intéresse, en tout cas nous au niveau du dispositif de réussite éducative, donc de la communauté de communes de Loisan, on souhaiterait peut-être bien continuer à essayer d'informer et de voir comment on peut travailler avec des professionnels
en équipe pluridisciplinaire pour pouvoir apporter les réponses les plus adaptées aux familles qui sont vraiment en grande souffrance souvent avec ces enfants-là. Donc merci à tous les parents, à tous les professionnels qui ont été là ce soir, qui nous ont regardés assidûment jusqu'à très tard ce soir. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tout le monde et merci encore à Caroline et Géraldine pour cette très belle conférence très complète et un grand merci pour votre temps à tous. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup.